Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous rituel du vendredi soir, votre club de 20 minutes, avec ce soir encore une sélection de clubistes hors du commun, il faut bien le dire. Ils sont journalistes, philosophes, enseignants, dessinateurs, ils vont désosser l'actualité de la semaine sous vos yeux ébahis. Au menu ce soir, le second tour des élections législatives dimanche, et une question, le Front républicain qui s'est mis en place avec le désistement de plus de 200 candidats, va-t-il empêcher l'extrême droite d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale ? Pas du tout, à en croire le maire RN de Perpignan. Je ne crois plus, moi, au Front républicain. Écoutez, j'ai été élu à Perpignan, seul contre tout l'Europe. Droite et gauche réunis, les électeurs ne répondent plus à ces mots d'ordre. Mais au final, est-ce que la peur du saut dans l'inconnu incarnée par le parti Le Peniste ne va pas inciter les électeurs à serrer les rangs au fond des urnes pour repousser la menace du RN ? Frédéric Pommier nous racontera lui son histoire de la semaine, une histoire de masques qui nous font perdre la face. Et puis nous nous déshabillerons avec notre invité de la semaine. Amélie Lavin est conservatrice en chef du patrimoine du MUCEM, commissaire d'une exposition qui se tient en ce moment même dans ce musée à Marseille, Paradis naturiste. Elle va nous initier à cet art de vivre tout nu en harmonie avec la nature. Allez hop, déshabillez-vous, c'est le menu du club de 28 minutes, ça commence tout de suite. Non, c'était une image. Restez habillés, Valérie Brochard. Non, je vous en prie. Bienvenue Valérie, ravi de vous retrouver. Bienvenue Valérie Brochard et Frédéric Saïs. Bonsoir Renaud. Ravi de vous retrouver tous les deux. Et voici nos clubistes de ce soir. Bienvenue à tous les trois. Yanis Roder. Bonsoir. Ravi de vous retrouver Yanis, professeur agrégé d'histoire dans un collège de Seine-Saint-Denis, directeur de l'Observatoire d'éducation de la Fondation Jean Jaurès et auteur aux éditions de l'Observatoire de Préserver la laïcité. Bonsoir, bienvenue à vous. À vos côtés Nesrine Slaoui. Bonsoir Nesrine. Bonsoir. Bienvenue écrivaine et journaliste. Et puis au loin là-bas, j'aperçois Nathan Devers. Salut Nathan. Bonsoir Renaud. Bienvenue Nathan, écrivain et philosophe. Rappelons votre livre « Penser contre soi-même » paru chez Albin Michel. Et au pupitre, notre ami dessinateur Cac. Salut Cac, ça va ? Bonsoir, pleine forme. Bienvenue Cac, président de Cartooning for Peace. Et on retrouve vos dessins dans le quotidien L'Opinion. Tout de suite, Frédéric, la première actualité de la semaine, c'est Marine Le Pen qui passe à l'offensive. Jordan Bardella n'est pas encore à Matignon et elle s'attaque déjà au pouvoir du chef de l'État. Oui, Marine Le Pen qui a mis en garde contre un coup d'État administratif d'Emmanuel Macron. Elle accuse le président de vouloir placer ses fidèles au poste stratégique pour entraver l'action du RN en cas de future cohabitation. Alors c'est vrai que les nominations sont un peu plus nombreuses en ce mois de juin par rapport au mois de juin des années précédentes, environ 10% de plus, mais aucune nomination ultra stratégique n'a été officialisée ce mercredi en Conseil des ministres, et notamment pas le nouveau directeur général de la police nationale, contrairement à ce que dénonçait par avance Marine Le Pen. Nathan Devers, comment est-ce que vous interprétez, vous, ce coup de pression du Rassemblement national ? De deux manières. La première chose, c'est qu'il y a une forme, on le verra aussi tout à l'heure sur la diabolisation, etc., mais il y a une forme du côté du Rassemblement national de refus de la logique de ce qui fait la séparation des pouvoirs, la vie républicaine, à savoir qu'il y a plusieurs types de rapports de force. La politique, c'est de la mécanique au sens de Newton, avec des vecteurs, donc des forces qui sont parfois même rivales, et aucun parti, aucune institution ne peut avoir le monopole de cette puissance-là. Et me semble-t-il, quand elle dit cela, elle refuse au président de la République la possibilité de continuer à exercer ses prérogatives. Ça va aussi dans le sens de quand elle a dit qu'elle refusait de le considérer, que la notion de chef des armées, c'était autre chose qu'un titre honorifique, et qu'elle a annoncé qu'en cas de cohabitation, le Rassemblement national se mêlerait activement de ce qui, normalement, usuellement, reste, si vous voulez, sous la charge du président de la République, à savoir la diplomatie, et surtout dans une période de guerre de guerre en Ukraine avec la Russie, qui est particulièrement sensible. Même s'il faut signaler, effectivement, Yanis Roder, que selon la Constitution, tout un tas de nominations, celles qu'on a évoquées, relèvent du président, mais doivent être contresignées par le Premier ministre. Ça augure, là, ce qu'on entend d'une cohabitation, si elle a lieu, extrêmement rugueuse. Oui, c'est l'article 13 de la Constitution qui permet au président de nommer les préfets, les chefs des grands corps de l'État, etc. Et effectivement, vous avez raison, ça existait sous la cohabitation Mitterrand-Chirac, où Mitterrand avait tardé à contresigner des nominations, pour gêner, effectivement. Donc ça existe, mais effectivement, elle met une pression, Marine Le Pen, elle met une pression sur Emmanuel Macron, peut-être qu'elle met une pression également pour montrer aux Français que de toute façon, n'ayez pas peur, quand nous serons aux affaires, eh bien le président, nous le mettrons dans un placard. Je crois qu'il y a de cela qui se joue avec cette histoire. Nesrine Slaoui, nous le mettrons dans un placard, dit Yanis Roder. Elle a aussi, Marine Le Pen et Jordan Bardella aussi, évoqué l'hypothèse d'une démission d'Emmanuel Macron, notamment s'il y avait
selon eux, selon le RN, un blocage à l'Assemblée nationale. Ça aussi, c'est une façon de mettre la pression sur l'Élysée et d'augurer d'un climat politique assez rude, on va dire. Mais sachant que ce n'est pas vraiment possible, c'est-à-dire que même si Emmanuel Macron démissionnerait, ça ne changerait pas l'Assemblée nationale pendant au moins un an. Donc de toute façon, c'est des effets d'annonce. Moi, je pense que ça augure surtout la contestation des institutions que Marine Le Pen fait depuis déjà des années. Je me rappelle aussi quelque chose qu'elle avait dit sur le Conseil constitutionnel, qu'elle avait qualifié de gouvernement des juges, parce qu'on sait bien que le Conseil constitutionnel bloque pas mal de lois, notamment sur la loi immigration, sur les questions de binationalité, etc. Donc je pense que les lois qui sont justement qui ne sont pas conformes à la Exactement, c'est ça. Donc, mais si elle le remet déjà en juridique. cause, voilà, c'est pour un peu instaurer cette musique-là, de dire nous, on va se poser contre les institutions qui vont nous empêcher de gouverner, etc. Donc j'ai l'impression que voilà, c'est une musique qui est là, qui est présente depuis plusieurs années et qui inaugure quelque chose de pas vraiment bon pour notre démocratie et pour nos institutions, si jamais Bardella est Premier ministre lundi. Yanis Roder, de surcroît, en période de cohabitation, on peut imaginer que le Conseil constitutionnel, par exemple, soit amené à, ce qu'il fait déjà, lorsque ce n'est pas la cohabitation, à trancher un certain nombre de textes qui lui seraient adressés ensuite sur le plan... Bien évidemment, c'est la Constitution. Et si effectivement il est saisi, il aura à trancher au regard de ce que dit la Constitution. N'oublions pas que dans la Constitution, il y a quand même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc il y a quand même des textes absolument essentiels et qu'il y aura nécessairement des limites. Et vous savez, ça me fait penser à une chose en vous entendant. Après la Seconde Guerre mondiale a été mis en place un devoir de désobéissance à un ordre manifestement illégal dans la fonction publique. Voilà, donc à un moment donné, s'il y a aussi un ordre que l'on juge illégal au regard de la loi, mais aussi des valeurs de la République, eh bien les fonctionnaires et hauts fonctionnaires ont le devoir de dire non. Justement, c'est exactement le dessin de CAC qui se penche sur le destin de la haute fonction publique. Moi, j'ai voulu m'interroger sur l'état d'esprit de ces hauts fonctionnaires. Donc RN au pouvoir, quid de la haute administration ? Comme dirait Mbappé, j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7 juillet. Merci CAC. Frédéric, on va passer à votre duel de la semaine. Ce duel, il oppose deux leaders de la gauche qui sont d'accord pour repousser l'extrême droite dimanche, mais pas forcément pour la suite. Oui, à ma gauche, Marine Tondelier, 37 ans, la chef de file des écologistes. À ma droite, Manuel Bompard, 38 ans, le coordinateur de la France Insoumise. Alors les deux partis ont beau être dans la même alliance du nouveau Front Populaire, ils n'en ont pas moins quelques divergences, dont une majeure. Que se passera-t-il après ce deuxième tour des élections législatives ? Par exemple, si aucune majorité ne se dégage, alors une coalition très large est-elle envisageable ? Coalition qui irait de la gauche au macronisme pour éviter tout blocage. Hors de question pour Manuel Bompard et pour la France Insoumise. Je suis dans une campagne, je l'ai dit tout à l'heure, où l'objectif c'est d'avoir une majorité pour pouvoir gouverner avec un gouvernement du nouveau Front Populaire dimanche. Je vais vous dire un principe très simple, très clair. Les Insoumis ne gouverneront que pour appliquer leur programme, rien que le programme, mais tout le programme. Voilà, au moins c'est clair, pas de négociation, il n'y a pas d'arrangement comme chantait le groupe Zebda, hypothèse refusée par la France Insoumise. Chez les Verts, la position est plus nuancée. Alors évidemment, l'idée n'est pas de s'allier avec les macronistes, mais en ces temps incertains, face à un risque de blocage inédit, Marine Tondelier, elle, préfère ne rien exclure pour le moment. Évidemment qu'on devra travailler avec d'autres parce qu'on n'aura pas la majorité absolue. Mais il nous faut donner de la force au nouveau Front Populaire parce que la politique qui va être menée dans les années à venir se fera sur la base de celui qui est arrivé en tête de la coalition derrière le Rassemblement national. Et la patronne des Verts ajoute qu'il faudra sans doute faire des choses en politique qu'on n'avait jamais faites jusqu'ici. Elle appelle le centre et la droite à trouver des solutions face à la situation politique. Est-ce que la solution, ce serait par exemple une grande coalition à l'allemande avec des partis très différents ? On sait en ce moment que le gouvernement allemand est composé des libéraux, de la gauche et des Verts, mais ça n'est pas franchement dans la culture politique française. Pour une coalition, François Ruffin ne dit pas non, mais c'est tout comme. Il pose des conditions extrêmement strictes, abrogation de la réforme des retraites, rétablissement de l'impôt sur la fortune, instauration du référendum d'initiative citoyenne. Bref, il demande aux macronistes en fait, de détricoter leur propre bilan pour accepter de s'allier. C'est une main tendue en quelque sorte, mais avec le poing fermé quand même. Nesrin Slaoui, cette idée d'une grande coalition très large, c'est une bonne idée pour éviter une France sans gouvernement ou bien au contraire ce serait un cadeau fait au Rassemblement national ? Moi je pense que c'est une stratégie de court terme qui ne prend pas en compte des dynamiques de long terme qui sont beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que déjà il faut affirmer que le Rassemblement national est un danger anti-républicain et un danger raciste. Et moi, ce que j'observe quand je vois les alliances qui sont faites à gauche, c'est cette idée-là de totalement oublier la dynamique raciste qui existe. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de « on veut combattre le RN »,
en combattant le racisme. Pourquoi je dis ça? Parce que la possibilité de faire alliance avec la Macronie, ce que ça signifie, c'est qu'on est d'accord avec Emmanuel Macron qui parle d'immigrationnisme. On est d'accord avec une partie... un contrat de gouvernement avec quelques points Oui, minimaux. oui, mais en fait, cette stratégie-là, c'est-à-dire que là, on est dans une France où les électeurs RN et les électrices RN votent par adhésion. C'est-à-dire ils sont d'accord avec un programme, ils sont d'accord avec Bardella, ils l'aiment bien, il est sympa sur TikTok, ils sont d'accord avec toute une partie de « on veut réguler l'immigration », c'est un vote d'accord. On se retrouve entre la gauche et le centre, entre des alliances qui ne sont pas des convictions. Et je pense qu'une grande partie de l'électorat français est très fatiguée à l'idée de voter sans conviction. Et surtout qu'il y a eu des passes d'armes assez virulentes ces dernières semaines. C'est-à-dire que Macron qui dit justement on ne faut pas voter pour les extrêmes, donc la gauche est un extrême, on ne vote pas pour elle. Les électeurs, pour moi, ne vont pas d'un coup suivre un vote qui est contradictoire avec tout ce qui a été posé dans le débat public. Et c'est pareil pour la gauche. C'est-à-dire que Emmanuel Macron s'est proposé d'être un barrage à l'extrême droite. On voit bien que c'est une passerelle. Donc moi, je trouve que c'est une alliance qui justement va dans le sens du RN sur le vous voyez, moi je suis la seule face à tout ce monde-là politique qui est capable de s'organiser contre moi et sans véritable structure politique. Nathan Dever, effectivement, en tout cas, une coalition qui dépasse comme ça des intérêts partisans, c'est jamais vu en France. Une coalition qui dépasse, qui serait aussi. Est-ce que c'est imaginable avec notre culture politique, avec un système aussi, un mode de scrutin majoritaire et pas la proportionnelle qui existe en Allemagne, en Italie, ailleurs en Europe? Est-ce que c'est imaginable, pour reprendre la formule de Marine Tondelier, d'inventer quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'à présent? Alors, en effet, ce serait insolite. Pour ma part, je pense que c'est ce qui aurait dû être fait dès 2022. À titre personnel, j'avais appelé à la formation d'une telle coalition dans l'entre-deux tours, pour la raison que vous venez de dire, qui est la question du barrage républicain. Quand des partis politiques se désistent en disant nous estimons que face à l'extrême droite, on oublie toutes les querelles et on appelle donc à voter pour un candidat dont nous ne soutenons pas le programme. C'est ce qui s'est passé à l'échelle présidentielle en 2022 et en 2017 aussi, mais en 2022. Donc le président élu n'a pas un chèque en blanc du tout, puisqu'il a des électeurs qui n'approuvent pas sa politique. Et en 2022, Emmanuel Macron aurait pu, je trouve. Il ne le souhaitait pas, visiblement, il n'a rien fait pour, mais à partir de lundi, normalement, il ne sera plus forcément en mesure de s'y opposer. Exactement. Mais c'est précisément ce que je dis, c'est que ce qu'il a fait, c'est qu'il a vécu cette réélection comme une sorte de chèque en blanc sur sa politique. Il a fait des réformes, la réforme des retraites, etc., qui allaient dans cette direction. Et là, peut-être qu'il serait, si ce scénario venait à advenir, il serait contraint de devoir composer avec l'ensemble des forces qui se sont situées derrière lui, aussi bien en 2017 qu'en 2022. Parce que ces deux élections présidentielles, il les doit dans les deux cas à un barrage républicain, quoi qu'il en dise. Je rappelle qu'il avait dit que le barrage républicain était mort en 2022. Vous écoutez, il est de toute façon condamné à une cohabitation ou à une autre à partir de lundi. Je ne suis pas devin. Un dessin de CAC. Vous le savez, c'est le vieux rêve de Macron, une alliance droite-gauche. Je vais enfin réussir le dépassement politique. Ça pourrait être dépassé. Merci CAC. C'était ce matin à la une du Daily Telegraph, le quotidien britannique. Raz-de-marée travailliste. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a des législatives. Les Britanniques aussi ont voté. C'était hier. Ils ont accordé une très large victoire aux travaillistes. Keir Starmer va succéder donc à Rishi Sunak au poste de Premier ministre. La gauche met fin à 14 ans de règne conservateur marqué par le Brexit, qui a plongé le pays dans une crise profonde. Et puis, pour reconquérir le pouvoir, les travaillistes ont rompu avec la radicalité, aussi avec les dérapages antisémites de la période Jeremy Corbyn. Est-ce que c'est cette mue du Labour, Yanis Roder, qui a permis à la gauche britannique de renouer avec la victoire ? Je crois qu'on peut le penser, parce qu'effectivement, Starmer, quand il est arrivé à la tête du Parti travailliste, a fait le ménage. Il a viré, il a fait un audit, et puis il a renvoyé plus de 300 militants qui ont été accusés justement de flirter ou de tenir des propos antisémites. Donc il a fait ce ménage, et puis il a donc recentré son parti, et je crois aussi qu'il a un discours qui est très proche, et il le dit en tout cas, il faut être proche des gens. Et proche des gens en Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est redonner des services publics de proximité, c'est redonner la possibilité d'accéder aux soins, à la santé, mais c'est aussi entendre ce que disent les gens, même quand on est de gauche, sur la question migratoire. Donc je crois qu'il y a là quelque chose à regarder de très près dans la manière dont les travaillistes, à nouveau au pouvoir, et vous l'avez dit Renaud, ça fait 14 ans qu'ils n'étaient plus au pouvoir, dans la manière dont ils vont mener leur barque, afin de, peut-être pour la gauche française, de tirer quelques leçons. Nesrine Slaoui, c'est vrai qu'à la fois en Angleterre, mais aussi en Allemagne, tout récemment aux élections européennes, le parti de gauche qui a eu le plus gros succès, en tout cas le plus gros progrès électoral, c'est le parti de gauche qui a dit « Attention, notre modèle social implique des flux migratoires plus stricts ». Vous l'avez sans doute vu, c'est l'alliance BSW. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça veut dire que la gauche doit faire une sorte d'aggiornamento sur cette question ?
Je pense qu'elle doit aussi pas perdre ces valeurs qui sont des valeurs d'accueil, d'hospitalité, d'humanisme. Et pour revenir là-dessus, justement, on met beaucoup en valeur cette nouvelle victoire des travaillistes, mais on parle aussi beaucoup moins des 13 députés de Réforme UK qui rentrent en fait au Parlement britannique, qui sont des députés anti-immigration. Je crois qu'ils sont 4 finalement. Ils sont 4 finalement, excusez-moi, j'avais les résultats d'hier. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça reste la première fois. C'est vrai qu'on connaît des pays où il y en a plus. Oui, bien sûr. Comme le nôtre, par exemple. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'ils y sont. C'est dans ce sens-là où je veux dire que forcément, le débat va être mis au Parlement britannique. C'est ce que ça signifie, comme nous, on va l'avoir dans le Parlement français. Donc la question, c'est quels sont les termes qu'on utilise pour parler d'immigration et quel est le regard que la gauche peut porter là-dessus, qui est forcément un regard très différent de ce que l'extrême droite peut. Nathan Dever, on sait aussi qu'au Royaume-Uni, cette question migratoire, en tout cas la question identitaire, elle a été largement à l'origine de la victoire des Brexiteurs en 2016. Et sur ces sujets-là, justement, est-ce que la gauche qui arrive au pouvoir, là, peut répondre à ces angoisses et s'attaquer à ce sujet tout en restant fidèle à ses valeurs? Oui, justement, je crois que la vie politique britannique a été marquée par un moment qui a été à la fin, un référendum est un moment démocratique, mais qui a été un profond échec de la vie démocratique. Parce que la vie démocratique, c'est pas seulement d'aller voter, d'aller aux urnes, ça suppose une certaine qualité de débat public qui précède l'élection et qui conditionne cela. Et ça n'a pas été le cas lors du référendum sur le Brexit, tant et si bien qu'une partie très importante des gens, des électeurs qui ont même voté pour le Brexit aujourd'hui, ont complètement changé d'avis. Cette décision était irréversible, elle était très très lourde de conséquences. Et donc ils sont en train de découvrir, me semble-t-il, que la démocratie, ça doit être quelque chose qui infuse dans la totalité de la société et pas seulement le jour de l'élection. Alors justement, ça va être les responsabilités aujourd'hui de la gauche, que en effet, de pratiquer cet aggiornamento, de réfléchir aux outrances qu'ils ont pu avoir, mais sans renier les valeurs humanistes qui ont été les leurs. Et à titre personnel, je ne suis pas totalement sûr qu'ils soient à 100% dans cette logique. En tout cas, est-ce que la gauche britannique peut en inspirer d'autres, Cac ? Et voilà l'illustration exacte de ce que vous venez de dire, hein, législative UK, raz-de-marée travailliste. J'ai réussi en débarrassant la gauche de ses extrêmes. Je vous vois venir. Merci Cac. Justement, retour en France, Frédéric, donc avec la suite de cette seule actualité qui écrase évidemment toutes les autres, le second tour des législatives. Et cette question, le Front républicain peut-il empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir ? Oui, le Front républicain qui est toujours vivant, plus de 200 désistements partout en France pour éviter les triangulaires favorables au Rassemblement national. Mais est-ce vraiment efficace ? Ce réflexe du barrage partagé par les macronistes et la gauche face au RN ne peut-il pas donner l'image d'alliance contre nature, voire de bitouillage, de tambouille politicienne ? Bref, Nathan Dever, ces désistements, vous semble-t-il utiles, efficaces ou contre-productifs ? Non, absolument utile, et surtout s'inscrivant dans l'esprit de la République. L'esprit de la République, c'est que même s'il peut y avoir une distance immense entre quelqu'un de centre-droit très libéral et un communiste, ils vont à un moment mettre de côté toutes leurs différences dans cette situation-là de se retrouver en face de l'extrême droite. Maintenant, vous l'avez dit, si on regarde depuis 20 ans, le barrage républicain est de moins en moins efficace. Et évidemment que Marine Le Pen avait dit que c'était un pistolet à une balle, alors c'est pas vrai, mais en tout cas c'est pas un pistolet dont les recharges sont illimitées. Donc la question que ça pose, c'est combattre l'extrême droite à la racine, faire en sorte, si vous voulez, par l'action publique, mais même de manière intellectuelle. Vous vous souvenez, en 2002, quand Michel Onfray, ensuite, on peut dire ce qu'on veut de ce qu'il en avait fait, mais quand il avait eu ce geste de dire il faut aussi peut-être réhabiliter la pratique des universités populaires qui existaient sous la Troisième République, c'était une démarche qui était précisément intéressante parce qu'elle disait le barrage républicain ne suffit pas si après, au lendemain de l'élection, on ne fait pas un vrai travail de réflexion pour aussi augmenter la qualité du débat public. Alors justement, en tout cas, le Front républicain a ses défenseurs fervents à gauche. Oui, c'est vrai que l'expression « faire barrage » a parfois été un peu dévaluée, un peu moquée, à tort, selon Raphaël Glucksmann, le député européen, place publique, Parti socialiste. Il n'y a rien d'indigne dans l'idée de voter contre, de voter en plongeant en soi-même et en acceptant de voter pour des gens dont on ne partage pas les idées, simplement pour éviter une catastrophe. Je leur dis de considérer ce 7 juillet comme un référendum. Et en fait, vous ne votez pas pour un député spécifique, vous votez pour empêcher le Rassemblement national d'avoir le pouvoir. Nesrine Slaoui, vous êtes d'accord avec Raphaël Glucksmann ? En fait, ma réflexion sur le barrage, elle a un peu évolué. Il faut dire aussi qu'on est dans une période politique assez compliquée parce qu'on a une dissolution, donc c'est un peu des réactions d'urgence, en fait, des réactions de court terme. Donc à court terme, j'ai une partie de moi qui me dit que c'est forcément une bonne idée parce que ça permet de limiter, en tout cas, la percée RN à l'Assemblée. Mais de l'autre côté, quand je revois les désistements qui ont eu lieu, c'est beaucoup en défaveur de la gauche, qui a fait 130 désistements, donc la plus grande partie. C'est beaucoup plus un report de voix pour le centre-droit, voire la droite. Il y a un peu plus de 80 désistements du côté de la majorité. Oui, voilà. Mais là où il y en a le plus, c'est surtout pour. C'est la gauche qui s'est massivement. Plus en troisième
même position. Hein. Et surtout parce qu'ils ont dit très rapidement après le premier tour, on va se désister coûte que coûte, peu importe la personne en face, même quand c'est Gabriel Attal. Mais du coup, qui est du coup pas du tout en accord avec les fondamentaux du programme du Front populaire. Mais du coup, moi, ma question, c'est toujours ça, c'est-à-dire que c'est des solutions de court terme, mais on ne pense pas à long terme. Et je pense que dans un contexte politique comme celui-ci, on doit penser long terme. Comme je le disais, pour moi, l'extrême droite, ce n'est pas seulement un parti, c'est une idéologie diffuse. Et je rappelle toujours la loi immigration, parce que pour moi, c'est très symbolique. On n'avait que 89 députés RN à l'Assemblée en décembre, et ça ne nous a pas empêché de voter une loi qui remettait en cause le droit du sol. Vous voulez dire que Emmanuel Macron était déjà un peu d'extrême droite? Non, c'est pas ce que je dis. Non, c'est une idéologie qui est diffuse. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, Nicolas Sarkozy en 2007 qui a parlé d'identité nationale. C'est-à-dire que, en fait, la stratégie pour moi des partis de droite, pour contrer l'extrême droite, c'est de dire on va prendre une partie de votre programme pour convaincre votre électorat. Donc c'est pour ça que pour moi, notamment pour le long terme, la politique, ça doit redevenir de la conviction. C'est-à-dire on doit revenir à c'est quoi nos valeurs de gauche, c'est quoi nos valeurs de droite, qu'est-ce qui unit l'électorat. C'est pour moi la meilleure façon de lutter à long terme, parce que de toute façon, là, on va avoir un résultat dimanche qui, à mon avis, va être assez catastrophique pour le pays dans tous les cas, qu'on ait ou pas majorité absolue pour le RN. Et la logique, c'est comment on fait pour le long terme. Yanis Roeder, face à ce barrage, ce front républicain, le discours du Rassemblement national, on le connaît. Il y a quelques années, Marine Le Pen, le RN, dénonçait l'UMPS. Là, c'est le parti unique, je cite Marine Le Pen, le parti unique qui veut garder le pouvoir. Fin de citation. Est-ce qu'effectivement, à terme, c'est un carburant pour alimenter la colère et donc le vote des électeurs lepénistes en faveur du parti d'extrême droite? Ce qui est vrai et ce qu'on peut entendre, et notamment de gens qui ont voté RN, c'est cette incompréhension qu'il puisse y avoir des désistements et donc des accords. J'ai même entendu des gens dire, voilà, regardez le système, leur magouille, vous l'avez dit, leur magouille, etc., en oubliant que des élections, ça joue toujours à la majorité. C'est-à-dire que un duel, forcément, là, il faut avoir plus de 50%. Il faut avoir plus de 50%. Oui. Donc, si le RN n'est pas élu, c'est qu'il n'est pas majoritaire. Donc, et cette élection est légitime. Mais je crois, effectivement, pour aller dans votre sens, il va falloir faire beaucoup de pédagogie. Et il va falloir aller vers les gens, comprendre où sont leurs souffrances, quelles sont leurs souffrances, quelles sont aussi leurs revendications, où est le malaise, parce qu'il est immense, le malaise. Et effectivement, cette idée, parce que le RN a beau jeu de dire, voilà, UMP, enfin, je ne dis plus UMPS aujourd'hui, je ne sais pas comment il dirait, mais en tout cas, le système, si vous voulez, d'autant plus que c'est relayé par les réseaux sociaux, les arrangements entre vous, etc. Vous et nous. Ouais, ils sont en train de construire cela, vous et nous. Il faut sortir de ce vous et nous pour reconstruire du commun en allant vers les gens et en regardant de près où nous pourrions, en gardant nos valeurs, effectivement, les aider le plus possible. Même juste un petit mot, le mot de la fin, Nathan Dever, même si sur cette élection, comme aux Européennes il y a 3 semaines, d'ailleurs, on a vu aussi une partie de la France dite qui va bien, qui vote RN. Ce n'est pas seulement justement les classes populaires abandonnées, en difficulté, etc. On a vu aussi des catégories supérieures maintenant et dans des régions qui ne sont pas forcément déshéritées, qui basculent aussi en faveur d'un vote pour le RN. Même à Marseille. Bien sûr, avec la dimension de souffrance, etc. Mais il y a un élément que vous avez dit et qui est central, c'est la dimension idéologique. Il y a quelque part dans toute vie démocratique une élection présidentielle des idées qui se joue tous les jours, qui n'a pas de campagne, si vous voulez, fixée précisément. Et cette élection présidentielle des idées, elle a été gagnée, ou en tout cas elle est en train d'être gagnée, où vraiment l'extrême droite marque évidemment de très grands points dans cette élection-là. C'est pour ça que je disais, je reviens à cette histoire des universités populaires sous la Troisième République, réfléchir à cela. Comment, du point de vue des idées, faire non pas barrage, mais déconstruire le discours idéologique du Rassemblement national. Alors barrage, tout le monde ne va pas faire barrage, CAC. C'est-à-dire qu'il y a une question déterminante pour que ce Front républicain fonctionne, c'est quelle participation au second tour, c'est plutôt Front populaire, Front républicain, Front national, Front de mer. Merci CAC, c'est maintenant l'heure de votre point com de la semaine, Valérie. Alors il y a 1001 façons de mobiliser contre le Rassemblement national, on en a vu quelques-unes cette semaine. Mais certaines de ces méthodes ne sont pas forcément les plus subtiles et peuvent même s'avérer contre-productives. Oui, Renaud, à toutes celles et ceux qui se désespéraient de n'entendre aucune expression, aucun commentaire, aucun poème jaillir des esprits volubiles de nos artistes pour dénoncer la poussée du Rassemblement national, qu'ils se rassurent. Une composition originale est sortie lundi, réalisée par une vingtaine de rappeurs, intitulée « No Passaran », extrait. Lève-toi, va voter, faut pas rester assis. Les gars, faut se réveiller, quitte à mettre ces deux doigts dans la prise. Parce que l'histoire se répète, ça sent le crâne, mais dans la brise. J'ai fait un cauchemar, j'ai oublié d'aller voter.
en référence au 49.3. Le morceau dure 9 minutes et 43 secondes pendant lesquelles Seth Gecko, Akhenaton, Fianso se passent le micro pour dénoncer l'extrême droite et inciter les jeunes à aller voter. Alors les auteurs ont commencé à écrire dès le lendemain des élections européennes sous la direction d'un certain Ramdan Touami, créateur de mode, designer, DJ, un artiste engagé qui déclarait dès le 10 juin dernier: lorsqu'on apprend que le premier parti des jeunes c'est le RN, si on ne réagissait pas, ce serait une faute grave de notre part, c'est notre façon de tracter. Alors un tract musical destiné aux 73% des jeunes de 14 à 35 ans qui écoutent de la musique urbaine française. Le clip vidéo qui accompagne le morceau comptabilise aujourd'hui presque 2 millions de vues, 2 millions de personnes qui ont aussi pu entendre ce passage dans lequel on entend « Jordan, t'es mort, Marine et Marion, les putes, un coup de bâton sur ces chiennes en rut ». Réaction immédiate des intéressés sur les réseaux sociaux. Pour Jordan Bardella, l'univers mental de l'extrême gauche est de plus en plus toxique et Marine Le Pen espère que le parquet va se saisir de cette abjection. Le président du Rassemblement national, celui qui s'est emparé des codes de TikTok, ne peut ignorer que l'expression « Jordan, t'es mort » n'est évidemment pas une incitation au meurtre, mais une phrase issue d'un mème internet ultra connu des plus jeunes où un combattant de MMA, Cédric Doumbé, défie Jordan Zebo en lui lançant « Jordan, t'es mort ». Mais la violence misogyne de certaines rimes en ont choqué plus d'une. Même à gauche, certaines se désolent de passages contre-productifs tout en saluant l'intention artistique du projet, à l'instar de Marine Tondelier qui explique, sans pour autant cautionner, je la cite: « En tant que féministe, il y a des morceaux que je préfère ne pas écouter. Je préfère que les garçons ne les écoutent pas pour ne pas avoir une culture du viol. Les codes du rap sont comme ça, c'est violent pour les femmes. Les personnes qui chantent sont des artistes, ils ne se présentent pas à une élection. » Et j'ai envie de vous dire, tant mieux quand on entend cet extrait. Nique tous ces députés, on sait qu'ils manipulent les statistiques. Font du mal à nos enfants, ils veulent nous injecter une puce dans le sang. Espèce de franc-maçon, tu te nourris du sang que tu consommes. Des relents complotistes nauséabonds qu'on retrouve à 3 ou 4 reprises dans l'intégralité du son. Certains vous diront que c'est déjà trop. D'autres préfèrent souligner la sincérité et l'honnêteté de la majeure partie des propos, notamment sur la dépolitisation des jeunes. En 2022, le taux d'abstention chez les moins de 35 ans atteignait 70%. Les rappeurs de cette génération en sont devenus les porte-parole. C'est pourquoi Lucide, le rappeur Z, se confie dans le texte. Donc je comprends rien aux histoires de toutes ces élections, mais je sais que l'extrême droite se sert de ma déconnexion, que ces paroles vous bercent ou vous agressent. L'intégralité des recettes sera reversée à la Fondation Abbé Pierre. Nesrine Slaoui, c'est raté? Est-ce que c'est contre-productif? Et typiquement, ce genre de chanson, de composition peut directement aller donner des voix au RN? Effectivement, il y a plein de paroles problématiques. Je suis moi-même féministe, donc vous doutez que tout ce qui est sexisme, je ne peux pas cautionner. Je remarque aussi que ça a été fait dans l'urgence, en fait. C'est ce que ça dit, c'est que ça a été fait dans l'urgence, sans vraiment prendre en mesure ce que ça allait pouvoir engendrer de l'autre côté. Donc, en revanche, je pense qu'ils ont été suffisamment critiqués par l'électorat même du rap, les auditeurs et les auditrices du rap sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez vu l'avalanche de vidéos. Donc déjà, je pense qu'ils vont se remettre en cause. Et moi, par contre, ce que je déplore un petit peu, je terminerai là-dessus, c'est le fait que le RN a toujours très facilement rebondi sur ces polémiques-là pour vraiment, annuler la presse. Pendant une semaine, on n'a parlé plus que de ça. Oui. Je les ai très peu entendus, par exemple, sur le jeune de 19 ans qui a été noyé par quatre jeunes hommes à Montpellier en traitant de mort aux Arabes. Donc vraiment, je me pose la question de est-ce qu'il n'y a pas en 2 poids 2 mesures dans le Rassemblement national, dans leur capacité à justement dénoncer de la violence. Yannis Roder, sauf que cette chanson n'a pas choqué que des membres du Rassemblement national. Bien sûr, il y a des propos, on le disait, misogynes, sexistes, antisémites aussi, complotistes, la dénonciation des francs-maçons, etc., etc. Est-ce que ce genre d'œuvre artistique, finalement, ne dessert pas la cause qu'elle est supposée servir? Est-ce que ça n'aide pas Moi, j'en suis convaincu qu'elle dessert la cause qu'elle prétend servir parce que c'est un étalage. C'est un étalage de ce dont vous avez parlé, de sexisme bien sûr, de complotisme, d'antisémitisme. Mais moi je suis frappé par une chose, c'est qu'il y a une partie des commentateurs qui finalement, j'ai lu un article dans Libération par exemple, qui commence par, on parle d'impardonnable saillie antisémite, puis on termine, l'article termine par qu'on ne se trompe pas d'indignation. Voilà, l'indignation c'est contre le RN, c'est pas contre les saillies antisémites. Vous voulez dire qu'on peut être indigné par les deux? Mais bien sûr, l'un n'annule pas l'autre. Et ça, c'est très important. Je suis, moi,
ça me renvoie à cette tribune qui avait été faite dans Le Monde par Ariel Halimi et Vincent Lemire, qui distinguait entre l'antisémitisme... Un avocat et un historien. Voilà, qui distinguait entre l'antisémitisme qu'ils avaient appelé contextuel et l'antisémitisme ontologique de l'extrême droite. Mais non, l'antisémitisme. Et donc, on doit se poser contre l'antisémitisme. Il n'y en a pas un qui serait plus acceptable que l'autre. Et c'est cela qui me gêne dans les commentaires qu'on peut entendre. Un dessin de CAC. Et voilà, eh bien, barrage au RN, ça y est, des rappeurs se mobilisent. Antisémitisme, complotiste, ça démarrait plutôt bien. Et puis j'ai glissé. Vous aussi. Merci CAC. Alors il est maintenant temps d'accueillir notre invité de la semaine. Vous allez voir, on va complètement changer de sujet puisque Amélie Lavin est responsable du pôle corps, apparence, sexualité. Bienvenue à vous, installez-vous au MUCEM, ce formidable musée à Marseille. Et vous êtes commissaire d'une exposition qui s'y tient actuellement, donc au MUCEM de Marseille, une exposition au titre alléchant, Paradis naturiste, dont voici le catalogue paru aux éditions de La Martinière. Alors le naturisme charrie bien sûr son lot de clichés sur lesquels on va revenir dans un instant. Le naturisme, il faut tomber la chemise bien sûr, et le reste, mais pas seulement, parce que vous dites que le nudisme, c'est bien plus que le naturisme, c'est bien plus que ça. Justement, c'est pas seulement du nudisme, c'est un art de vivre, c'est une pratique qui a une très longue histoire que vous retracez dans cette exposition. Précisément, le naturisme, c'est né où, quand et pourquoi ? Alors, le naturisme naît à la fin du 19e siècle, à la bascule vers le 20e siècle. Et en fait, c'est effectivement important d'entendre, de dire bien naturisme et pas nudisme. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut s'y tromper, donc voilà, vous avez eu ma langue à fourcher. Allez-y, expliquez-nous la différence. En fait, les premiers naturismes ne sont pas nécessairement nudistes. Et surtout, ce qu'il faut entendre d'abord dans le naturisme, c'est le mot nature. C'est-à-dire que en fait, les naturismes, j'aime bien le dire au pluriel parce qu'ils sont multiples. Mais en gros, au point de départ, à ce début du XXe siècle qui a vu l'Europe traverser un mouvement d'urbanisation et d'industrialisation extrêmement rapide, des petits groupes réfléchissent à un mouvement de réforme sociale qui va passer par une reconnexion à la nature. Et donc les naturismes sont une philosophie de vie, une pensée globale, qui allie alors la recherche d'une dénudation, qui va être progressive et qui deviendra totale, mais à d'autres choses, par exemple le végétarisme, une hygiène de vie globale, une pensée plutôt... Vous dites qu'aujourd'hui, le paradigme du naturisme, c'est la France. Alors c'est vrai que la France est la destination ouais, la plus prisée pour les naturistes. Pourquoi ? Alors pour plusieurs raisons, sans doute le climat quand même, voilà, et notamment plus que l'Islande, on va lire. Oui, évidemment, notamment les bords de l'océan Atlantique et puis les rives de la Méditerranée. Alors la spécificité de cette exposition, c'est qu'elle est ouverte aux mineurs. Oui. Comment vous avez fait pour travailler sur donc du coup les œuvres de manière, j'imagine, à ce qu'elles ne choquent pas, en tout cas à ce qu'ils puissent rentrer. Et pourquoi ? Quel est le message ? Qu'est-ce que vous adressez aux mineurs, aux jeunes, à travers cette exposition qui leur est ouverte ? Alors en fait, on ne voulait surtout pas que l'exposition soit interdite aux moins de 16 ou aux moins de 18 ans parce que en fait, les naturismes sont des pratiques familiales. Les gens y vont avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, en famille. Sans que les enfants, forcément, soient particulièrement fans de cette pratique, d'ailleurs. Alors, ça dépend. En fait, le moment peut-être critique, c'est plutôt celui de l'adolescence. Mais normalement, en fait, dans les campings ou dans les lieux naturistes, il y a une grande tolérance, en fait, vis-à-vis de ce moment où peut-être la nudité est un peu compliquée. Donc, c'est tout à fait autorisé, par exemple, que les ados se couvrent à ce moment-là. Et donc, en fait, ça aurait été... étrange en fait qu'on interdise aux enfants, notamment pour des familles naturistes, mais aussi pour plein d'autres contextes, de découvrir cette exposition. Mais il y a une autre raison, c'est aussi qu'en fait, c'est pas une exposition qui parle de sexualité. Faut pas associer immédiatement nudité et sexualité. Et donc, il y a un militantisme aussi de notre part à revendiquer que cette exposition, il n'y a pas de raison de l'interdire aux mineurs puisqu'elle n'est pas pornographique en fait. Il y a une question une histoire d'ailleurs, je crois, plus liée d'ailleurs au musée et à sa vocation. Donc c'est au MUCEM que votre exposition a été montée. Le MUCEM qui se veut un pont entre les deux rives de la Méditerranée et donc un espace d'échange entre ces cultures méditerranéennes. Et on sait très bien qu'entre le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée, nous n'avons pas nécessairement le même rapport au corps, et notamment le même rapport au corps féminin. Alors ma question, c'était, qu'est-ce qui a fait que le MUCEM a décidé finalement de monter votre exposition ? Alors, l'idée, c'était de s'attacher à un phénomène de société, alors qui est plutôt occidental pour le coup, et donc qui est plus européen, effectivement, qui touche
peu, pas vraiment, ou en tout cas simplement dans un contexte colonial, les rives de la Méditerranée Sud. Mais en fait, Marseille est un des lieux importants pour l'histoire du naturisme en France. Donc, c'est un phénomène qui n'a pas du tout été interrogé en fait par les institutions publiques françaises. Il n'y a eu aucune exposition sur ces questions-là en France. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est très rive nord de la Méditerranée, quoi. Pour le coup, là, c'est pas un pont entre les deux. On ne ment pas sur ce sujet-là, c'est évident. Mais il y a d'autres projets qui vont... en fait, on est un musée de l'Europe et de la Méditerranée, donc évidemment, les questions... Et ça peut interroger aussi évidemment sur la relation entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a aussi dans le naturisme comment protéger, entre guillemets, le corps de la femme du regard de l'homme voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une hiérarchisation, éventuellement une chosification du corps féminin, justement, dans la pratique naturiste ? Bien sûr, en fait, ce que montre l'exposition, et moi j'étais vraiment très attachée à ce qu'on le dise très clairement, en fait, dans tous les moyens d'accompagnement que nous mettons à disposition, c'est qu'en fait, évidemment, toute l'iconographie naturiste, elle épouse en fait l'iconographie globale qu'on connaît dans l'histoire des arts et dans celle de la presse. Et donc, surtout dans les années 50, 60, 70 et même 80, il y a effectivement une utilisation assez forte des corps de femmes qui vont apparaître notamment beaucoup en couverture des guides ou des revues, évidemment, et objectivés, très fortement érotisés. Donc ça, on le dit, mais on montre aussi de quelle manière, depuis une dizaine d'années, ces questions ont beaucoup évolué. Les femmes reprennent le pouvoir sur leur corps. Voilà, donc évidemment... Merci beaucoup, en tout cas, Amélie Lavin, d'être venue nous parler de cette exposition Paradis naturiste au Mucem à Marseille, une exposition qui a commencé le 3 juillet, donc en plein été, qui continue jusqu'au 9 décembre. Oui. Donc, il y a même d'ailleurs, je crois, des visites naturistes organisées, pas au mois de décembre, j'espère. Un mardi par pas mois, au mois de décembre. Jusqu'au mois de novembre. Bon, ok. Et puis évidemment, il faut penser à passer par le vestiaire, n'est-ce pas, Cac ? Absolument. Donc, quand il y aura des visites naturistes, il faudra passer par le vestiaire, parce que le Mucem décomplexe le naturisme. Oui. Donc, je pense qu'il ne s'agira pas d'exposition, mais plutôt d'exhibition temporaire. Merci beaucoup, Amélie Lavin. Merci. Et voici maintenant venu le moment d'accueillir notre ami Frédéric Pommier, qui va vous succéder dans un instant. Frédéric, tout habillé, même bien habillé d'ailleurs, comme toujours. Très élégant, Frédéric Pommier. Ravi de vous retrouver pour votre histoire de la semaine. Ce soir, justement, Frédéric, vous avez choisi de nous parler de déguisement. Et plus précisément de masques. Les masques comme on peut en voir dans les carnavals ou les soirées d'anniversaire. Le masque pour faire rire, le masque pour faire peur, le masque pour séduire, selon les circonstances. L'accessoire peut avoir différentes fonctions, y compris d'ailleurs celle de protéger du soleil. On appelle ça des face kini, face pour le visage, kini pour bikini. Des masques en nylon qui tiennent plutôt de la cagoule et permettent d'éviter de bronzer l'été à la mer. Ça fait fureur depuis plusieurs années en Chine, pays où la pâleur de la peau est synonyme de raffinement. Mais en Chine, d'autres types de masques font également un tabac aujourd'hui et cela suscite l'inquiétude des autorités. Ce sont les masques à visage humain hyper réalistes. Des masques en silicone fabriqués au départ pour le cinéma, pour transformer l'apparence des comédiens. Pendant longtemps, ils sont restés cantonnés au plateau de tournage, mais on peut désormais en trouver sur les plateformes de vente en ligne, et ceci à des prix tout à fait abordables, seulement quelques dizaines d'euros pour les moins chers, et quelques milliers d'euros lorsque l'on monte en gamme, et on peut les faire fabriquer sur commande en précisant la tête que l'on veut obtenir. Il suffit d'envoyer des photos d'un sportif, des photos d'un voisin ou de votre patron ou de votre banquier ou de votre collègue. Là, pour les soirées déguisées, c'est vrai que c'est formidable. On arrive en Didier Deschamps, les gens adorent. On arrive en Renaud Dely, les gens sont très surpris. Le problème, et c'est là que ça inquiète la police chinoise, c'est que ces derniers temps, et de plus en plus souvent, ces masques sont utilisés non pas pour faire la fête, mais pour commettre des délits. Notamment par des cambrioleurs qui, ainsi équipés, ne prennent même plus la peine de se cacher des caméras de vidéosurveillance. Au mois de mars, à Shanghai, un homme a ainsi dévalisé 4 appartements. Il avait le visage d'un très très vieux monsieur. Dès lors, la police a recherché un très très vieux monsieur avant de réaliser que ce visage était un masque. Et des histoires comme ça, il y en a eu dans plusieurs villes du pays où l'on a observé un autre phénomène plus alarmant encore pour les autorités.
Certains de ces masques sont tellement réussis, tellement réalistes qu'ils réussissent à tromper les scanners de reconnaissance faciale. Or, en Chine, on le sait, ce procédé-là est extrêmement étendu, une technologie promue par le pouvoir pour officiellement des questions de sécurité, autrement dit pour mieux surveiller la population, reconnaissance faciale pour entrer dans sa résidence, reconnaissance faciale pour entrer dans son entreprise, reconnaissance faciale pour utiliser les transports en commun, effectuer des retraits bancaires, reconnaissance faciale quand on achète un téléphone, pour déverrouiller l'appareil, pour payer avec l'appareil. Dès lors, si ces masques hyper réalistes permettent de camoufler son identité, voire d'usurper l'identité d'un autre, eh bien ça ouvre la voie à un paquet d'arnaques. Et c'est finalement tout le système de contrôle social mis en place par la Chine qui pourrait se retrouver fragilisé. Pour la police chinoise et les médias d'État chinois, ces masques représentent aujourd'hui un danger. Sachant que sur Internet, vous pouvez non seulement vous acheter une nouvelle tête, mais aussi un nouveau corps. Là aussi, il paraît que ça fait fureur en Chine. Fabrication locale, un torse en silicone et des bras surgonflés pour pouvoir afficher une musculature de dieu grec. Et si en plus, vous mettez la tête du masque Renaud Dely, tout le monde, ça sera pas du tout crédible. Tout le monde se pâmera sur la plage cet été. Ce ne sera pas du tout crédible, mais merci quand même Frédéric, revenez quand vous voulez. Merci Fred, un dessin de CAC. Eh bien donc Chine, la reconnaissance faciale trompée par des masques, c'est pas le seul pays où il y a des problèmes, puisqu'en Afghanistan, chez nous non plus, ça marche pas bien. Merci CAC, on va enchaîner avec vos photos de la semaine. Vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux un autre sujet d'actualité de la semaine. On va commencer avec votre photo, Nathan Dever, deux bons copains en quelque sorte, en tout cas. Viktor Orban, donc le Premier ministre hongrois qui préside le Conseil de l'Union européenne pour 6 mois, qui rencontre Vladimir Poutine. Exactement, et qui est allé faire cette rencontre en créant une sorte de flou sur au nom de quel statut. Et Vladimir Poutine a dit qu'il venait en tant que président du Conseil de l'Europe. Alors justement, c'est la question que ça pose, à mon avis, c'est celle de la convergence dont on voit tous les jours, depuis des années, tous les symptômes, entre l'empire autoritaire opposé aux droits de l'homme, opposé aux démocraties, opposé à l'état de droit du Kremlin, et des forces qui utilisent en Europe de l'intérieur les armes de la démocratie pour porter un projet ouvertement illibéral. Viktor Orban ne s'en cache pas. Et ça devrait nous alerter parce qu'on en voit vraiment tous les symptômes. Merci Nathan Dever. Votre photo, Nesrine Slaoui, il s'agit d'un gigantesque incendie en Californie. Oui, parce que je voulais un peu remettre sur la table le sujet de changement climatique, parce qu'on en a très très peu entendu parler pendant les élections européennes, encore moins là pendant la campagne législative, alors que s'il y a bien une menace qui nous concerne tous et toutes, je pense que c'est le changement climatique. Pour rappel un peu des raisons pour lesquelles il y a eu ce grand incendie qui est encore en cours, c'est la sécheresse et la canicule. On sait que ça va forcément arriver aussi en France, on pense l'année dernière à Marseille, on pense aux inondations qui vont avoir lieu ensuite en septembre, en octobre, donc on sait que tous ces cycles-là vont s'intensifier, vont se multiplier, vont devenir de plus en plus dangereux. Ils ont forcé déjà 25 000 personnes à quitter la Californie, ces feux-là. Donc voilà, c'est juste pour rappeler qu'il y a une urgence beaucoup plus importante. Merci Nesrine Slaoui. Et votre photo, Yannis Roder, c'est un coup de chapeau à un immense sprinter qui a battu un record. Oui, c'est Mark Cavendish qui a battu le record d'Eddy Merckx et qui a d'ailleurs été félicité par tout le peloton. Mais cette photo, elle est pour moi très belle parce qu'on voit ses champions et le public. Parce que le vélo, le Tour de France, c'est un spectacle gratuit, intergénérationnel, familial. Et tout gamin qui regarde ça, c'est rêvé en sprinter, en grimpeur. Chapeau Cavendish, 35e victoire d'étape pour ce sprinter. Un dessin de CAC, c'est un rapport avec la photo choisie par Nesrine Slaoui. Oui, sur les incendies en Californie, 2024 s'annonce donc brûlante. En effet, merci CAC. C'est maintenant l'heure de retrouver notre ami, l'indispensable Benoît Forgeard, ce poète qui jongle avec les mots comme avec les images, illumine nos fins de semaine de ces saillies magiques. Ce soir dans Dérive des continents, mais avez-vous fait vos exercices de cerveau ? Bonsoir Renaud, voilà 6 mois que je muscle mon cerveau au quotidien et personne dans mon entourage ne remarque la différence. Le cerveau, ce mystère tapi en chacun de nous, suscite de nombreuses interrogations, déchaîne les passions. À la base de cet engouement, l'idée fumeuse selon laquelle on utiliserait seulement 10% de nos capacités intellectuelles. Les IRM ont semblé apporter la confirmation de ce laisser-aller cérébral. Voyez comme ce cortex, supposé en ébullition, ne s'illumine qu'en de rares quartiers, quand la plus grande partie reste dans la nuit comme assoupie. Le cerveau se coltine depuis l'image d'un organe brillant mais flemmard. Mauvaise impression que n'arrange pas son apparence molle. Qui parmi vous a envie de trimballer un cerveau comme un vieux téléviseur des années 80, doté de 3 pauvres chaînes, quand vous pourriez en capter 20, allez, peut-être 100 ?
C'est ainsi que booster votre cerveau est devenu le nouveau cap de tous les déçus d'Enlarge Your Penis. À la librairie où je vais désormais, comme à la salle de sport, c'est tout un rayonnage consacré au cerveau et à son potentiel inouï. J'avoue être bon client de ces manuels au titre grandiose. Titres qui me tournent la tête par leurs promesses mirifiques mais plausibles. Car toutes ces ambitions me seraient accessibles pour peu que je parvienne à upgrader ma boîte à idées au niveau dauphin plutôt que de végéter niveau grenouille, si ce n'est tétard. C'est dans ce but et dans celui d'accroître ma culture générale que j'ai récemment dégoté un logiciel de lecture accéléré qui donnait à peu près ceci. J'ai eu le temps de lire en une matinée tout Tolstoï avant d'être transporté aux urgences, saisi de vertige, mon cerveau n'étant pas prêt. Revenu de mes rêves de gonflette neuronale, je lis désormais super lentement, parfois trop, je rêvasse, je sors du livre. J'ai fini par comprendre que le blanc entre les mots était aussi important à lire que les mots eux-mêmes. Aussi, bodybuilders du cerveau, faites comme moi, gardez sagement un petit matelas de bêtises. Les gens les plus intelligents sont souvent les plus malheureux. Chapeau Forgeard et merci. Et merci à tous les amis. Le Club des 28 minutes est terminé. On se retrouve demain à 20h05 pour 28 minutes samedi et son Club international. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité de la semaine venu nous présenter cette exposition sur les paradis naturistes tout à l'heure. Alors on l'a compris, pour pratiquer le naturisme, il ne suffit pas de se mettre tout nu. Mais enfin bon, il faut quand même en passer par là. Carlos, tchuss. Tout nu et tout bronzé, on est bien, on est beau quand vient l'été. Tout nu et tout bronzé, au soleil, sur le sable, sur les galets. Tout nu et tout bronzé, depuis la mer du Nord jusqu'aux Pyrénées. Tout nu et tout bronzé, on prend le temps de rêver. Tout nu, on ne pense plus au métro ni au bureau.